9h10, retour sur le plateau d'I24. Merci de nous être fidèles. Laurent Hachel et Rudy Saada, bonjour. Et merci d'être avec nous. Laurent, on va parler avec vous de ces grèves, de ce mardi noir, de la contestation et de la grande lutte sociale en France. Contrôleurs du ciel, taxis, instituteurs, fonctionnaires. Ça va être dur aujourd'hui. Ça va être dur aujourd'hui. Grève à une historique. La première grève, pour information, c'était il y a 2500 ans avant Jésus-Christ. Les esclaves égyptiens dont on avait supprimé les rations d'ail dans les soupes qui ont décidé de l'arrêt de travail pour la construction des pyramides. Pour revenir à aujourd'hui... Vous saviez ça, Rudy? Absolument pas. Voilà, on a appris l'historique de la grève. C'était pas les Français alors qui C'était pas les Français. En France, ça a commencé place de la grève à Paris. Donc les grèves, il y a un peu tout le monde qui fait la grève aujourd'hui. Pour expliquer, pour donner un petit peu d'éclaircissement, la fonction publique qui demande un relèvement de son pouvoir d'achat qui a été bloqué depuis quelques années, c'est vrai. Cependant, dans un contexte où il y a plus de 4 millions de chômeurs en France, c'est un peu en décalage avec la réalité. Deuxièmement, il y a toujours ce problème de taxi. Je pense que l'État gère très très mal la transition. Effectivement, Uber, pour information, il y a 60 000 taxis en France et il y a 25 000 chauffeurs VTC, dont tous n'ont pas encore la licence pour conduire. Les chauffeurs de taxi ont payé très cher leur licence, les chauffeurs Uber ne payent pas leur licence. C'est un peu le problème. Il y a une transition à faire parce qu'on n'arrêtera pas l'ubérisation du monde, on n'arrêtera pas Uber. L'État doit gérer la transition. Je comprends les taxis qui sont en colère parce qu'ils ont payé cher leur licence et leur assurance. Cependant, on n'arrêtera pas l'ubérisation du monde. Donc l'État doit faire son travail aussi. Olivier Lerner, notre correspondant à Paris, qui nous informait tout à l'heure que les taxis viennent de Paris, de Provence également, mais il a vu des taxis britanniques, des taxis espagnols également. Ça va chauffer. Donc voilà, ça va chauffer à Paris. En tout cas, pour l'instant, en porte-maillot, ça a l'air d'être particulièrement dense et bloqué. Rudy, on va parler d'une autre info ce matin, l'inquiétante vague de départ chez les dirigeants Twitter. Alors Twitter qui prend l'eau et puis du coup ses capitaines qui quittent le navire. Est-ce qu'on peut parler d'une crise profonde ou est-ce que c'est plutôt un remaniement? Vous parlez de capitaine, eh bien les deux, mon capitaine, parce que le départ de ces 4 dirigeants, eh bien c'est un signe d'une profonde restructuration, mais ce n'est pas vraiment une surprise parce que quand il a été nommé PDG, celui qui avait créé le réseau social en 2008, Jack Dorsey, qui a été renommé PDG il y a 4 mois, eh bien il avait conditionné son arrivée à un profond changement et à d'éventuels départs et un remaniement du conseil d'administration. Alors de quoi parle-t-on? On parle de ces 4 que vous voyez: Alex Rother, vice-président en charge de l'ingénierie, Skip Shipper, directeur des ressources humaines, Kevin Vail, président en charge de produits, et Cady Jacobson-Stanton, vice-présidente en charge des relations avec les médias. Alors donc après ces 4 départs, 2 personnes devraient être nommées, donc on devrait avoir un conseil d'administration resserré. Alors Dorsey voulait annoncer ses départs à ses employés, mais il a été pris de court par le site internet Recode qui a diffusé l'info dimanche. Alors, ils ont été prévenus par Twitter. Par la presse, oui. Quels sont les fondements, Rudy, de cette crise? Eh bien, parce que Twitter plafonne tout simplement, parce que dans le monde des entreprises internet, ce qui a de la valeur, eh bien, c'est le nombre d'utilisateurs que vous avez, parce que qui dit utilisateur dit cible publicitaire potentielle. Alors, il y a 320 millions d'utilisateurs actifs de Twitter dans le monde actuellement. Ce n'est pas rien, mais c'est une croissance qui se réduit. Ils étaient 250 millions en 2014. Autre problème, outre ce ralentissement de la croissance des utilisateurs, le manque de rentabilité, parce que Facebook a réussi à transformer ses utilisateurs en argent avec tout un système de publicité. Eh bien, Twitter n'y arrive pas, ou peu en tout cas. Certes, l'entreprise gagne 570 millions de dollars, mais elle est toujours en perte de plus de 132 millions de dollars. Elle n'arrive donc toujours pas à gagner de l'argent, toujours pas à être rentable. Résultat, les investisseurs croient de moins en moins au projet et ça se ressent dans le prix de l'action. On va le voir, il avait démarré en trombe avec une entrée en bourse extrêmement médiatisée en 2013, 73 $, et puis désormais on est à 17 $. L'action Twitter a perdu 75% de sa valeur et continue de chuter. Donc devant la pression du monde de la finance, Jack Dorsey devait agir. Alors il avait déjà supprimé des emplois, 366 emplois à son arrivée, et là il va devoir révolutionner Twitter. Révolutionner Twitter, eh bien il devrait l'annoncer bientôt, c'est d'enlever cette limite des 140 caractères, ce qui devrait complètement changer le visage du réseau social qu'on connaît bien. Ah oui, ça changerait complètement la face de Twitter, Laurent. Oui, exactement. Un petit point, les résultats pour ce genre d'entreprise. Pour information, WhatsApp a été racheté pour 22 milliards de dollars. Il faisait des pertes à ce moment-là de 130 millions de dollars. C'est le grand ménage. C'est une stratégie qui a déjà été utilisée. On arrive. Donc et pour première autant, on ne chose peut pas dire que Twitter coule.
Twitter va mal, Jacques Dorsey revient, c'est une bonne chose, et sa stratégie de dire bon, on remet tout à plat, et pour ça il est obligé, c'était un peu la condition, comme l'a dit Rudy, de son retour, on est obligé un peu de montrer aux investisseurs qu'on change un peu les choses. Twitter a deux problèmes, enfin le principal problème de Twitter c'est que c'est un peu trop élitiste, donc ils n'arrivent plus à gagner justement plus d'utilisateurs. Et ça déplaît énormément dans le business model Internet plutôt que les résultats. Alors se populariser, c'est peut-être la prochaine étape. Exactement, pour ça, effectivement, ils veulent enlever cette limitation de caractère qui a fait un peu le succès de Twitter aussi. Donc, double tranchant. Exactement. Merci Laurent. Alors on va parler à présent du code du travail. En vraie ligne de mire, le temps de travail. Ceux qui rêvaient d'un coup de barre à gauche ou à l'inverse d'une dérégulation totale en seront pour leurs frais. La réflexion pilotée par Badinter aboutit à une sorte de voie moyenne qui chemine entre deux exigences contradictoires. Protéger les salariés d'un côté, permettre aux entreprises d'affronter la révolution numérique de l'autre. C'est Julia Galancia qui fait le point. C'est le premier acte de la réforme du droit du travail annoncé en 2015 par le gouvernement. Ce lundi, Robert Badinter a remis à Manuel Valls un rapport qui dégage les 61 principes essentiels sur lesquels s'appuiera le nouveau code du travail. Rendre la législation plus lisible et favoriser l'emploi sans toucher aux acquis sociaux comme les 35 heures, c'est l'objectif du futur code du travail. Pour nous, assurer à la femme et à l'homme au travail, aux salariés, à tous ceux, à tous les niveaux qui participent à la création de richesses dans l'entreprise, le respect de leurs droits fondamentaux et notamment, je dirais même particulièrement, de leur dignité, c'est la première exigence du droit du travail aujourd'hui et demain. Compensation des heures supplémentaires et durée légale du travail figurent parmi les principes essentiels énumérés dans le rapport. Un rapport qui réaffirme aussi la place du CDI et le principe du salaire minimum. Le Premier ministre Manuel Valls a exclu d'abandonner la majoration des heures supplémentaires réclamée par son ministre de l'économie. Il indique que la durée légale du travail, aujourd'hui de 35 heures, figurera dans le préambule du futur code du travail. Il réaffirme la nécessité d'une durée légale, normale, écrivez-vous, du travail et d'un droit à la compensation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà. Mais les divergences entre Emmanuel Macron et Manuel Valls sur les 35 heures continuent. Quelques heures après l'intervention du Premier ministre, le ministre français de l'économie a réitéré son offensive sur les heures supplémentaires et les 35 heures. Le rapport doit servir de base à la future réforme du droit du travail présentée le 9 mars prochain par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Bon Laurent, pour de vrai, sans langue de bois, est-ce qu'il va vraiment fondamentalement changer quelque chose ce nouveau code du travail? Pour de vrai, sans langue de bois, je ne pense pas. Il y a deux choses. Un, le gouvernement est bloqué avec les 35 heures, dont il essaie de sortir, et pour ça, il va essayer de développer les accords interentreprises. C'est une manière de sortir des 35 heures qui est une mauvaise chose pour la France. Deuxièmement, l'avenir de la croissance en France et dans le monde, c'est les PME, les petites et moyennes entreprises. Pour cela, il faut simplifier le code du travail. Il faut que les petites entreprises puissent embaucher, mais aussi licencier des gens plus rapidement, plus facilement, pour pouvoir permettre de se développer d'un point de vue économique. Merci beaucoup Laurent pour ces explications. On va tout de suite passer à l'essentiel de l'actualité en Israël et internationale avec ce News in Brief. Attentat d'hier en Israël, une des deux victimes, une jeune femme de 23 ans, vient de décéder suite à ses blessures. Les deux Palestiniens ont été abattus. L'attaque s'est produite dans une épicerie, vous le voyez, de l'implantation de Beth Horon, c'est au nord-ouest de Jérusalem. En France, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, se penche sur une demande de la Ligue des droits de l'homme visant à suspendre tout ou partie de l'état d'urgence instauré, vous le savez, après les attentats du 13 novembre et jugeant que son maintien serait une atteinte grave aux libertés. Et François Hollande est l'invité d'honneur de l'Inde. Le pays fait mijoter Hollande pour l'achat des 36 Rafales. Le président de la République a tout fait pour arracher la signature du contrat espéré par Dassault. Un accord politique a été conclu, mais les négociations avec les militaires indiens achoppent toujours sur le prix. On
prend la direction de la Syrie. Alep est au centre, vous le savez, des plus violents combats qui opposent les rebelles à l'armée régulière de Bachar el-Assad. La ville martyre a été désertée par la majorité de ses habitants et la fameuse citadelle historique est en partie détruite. Alors comment survivre dans cet enfer pour ceux qui ne pouvaient pas prendre la fuite? Dans la ville, certains ont trouvé une solution. Ils ont ouvert un club de boxe dans une cave. Les enfants peuvent aussi, pendant des heures, y participer et oublier les souffrances de la guerre. Regardez. Une salle de sport à l'ombre de l'effroi. Nous sommes à Alep, deuxième ville de Syrie, située au nord-ouest du pays. Depuis le début de la guerre civile en 2011, la cité antique a vu fuir la grande majorité de sa population prise en otage des bombardements. Mais il reste une poignée de téméraires, des combattants hauts comme 3 pommes qui ont choisi la boxe comme échappatoire. Ahmad et Shaban ont créé ce club pour permettre aux enfants de sortir des affres du quotidien. Nous sommes à la base de ce projet et nous avons réussi à attirer le plus grand nombre de personnes issues des zones libérées. Nous avons même organisé un tournoi pour les juniors et les débutants et tout cela a bien fonctionné. Nos champions maintiennent leur niveau et le niveau s'améliore. La boxe sert d'exutoire et peut aussi contribuer à la réalisation des rêves les plus fous. Je voulais participer à ce tournoi. Mon rêve est de devenir champion du monde. J'ai beaucoup apprécié participer à cette compétition. À la fin, j'ai perdu, mais je me sentais comme gagnant. Ce sport est aussi l'expression d'un instinct de survie. Elle permet à tous ces enfants de maintenir une activité normale au beau milieu des destructions. On va parler d'un autre sport à présent, un peu plus solitaire que la boxe, en duel en tout cas à chaque fois, le tennis. Et on reçoit Patrick Simon, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Alors vous êtes ancien entraîneur d'Amélie Mauresmo notamment, ancien entraîneur en tout cas national. Et vous êtes à présent depuis 1 an, entraîneur également des équipes israéliennes. Alors est-ce qu'il est différent le travail en Israël et en France ? Non, je ne trouve pas. Il n'y a pas de différence. On entraîne absolument de la même pas. façon. On entraîne de la même manière partout. Après, bien sûr, il y a l'aspect financier. Et c'est vrai que des pays comme l'Angleterre, la France, avec des grands chelems, génèrent de l'argent. Donc, ils aident énormément à la formation. Et par contre, dans les autres pays, ça paraît beaucoup plus compliqué. Voilà, donc il y a une question économique. Et c'est vrai que ce n'est pas évident en Israël de former, d'avoir des aides pour voyager. Alors, ou vous êtes très fort, très jeune, et là, les portes s'ouvrent, ou alors c'est un peu plus compliqué, et là, on souffre. Voilà. Alors un mot peut-être sur ce qui se passe en ce moment à l'Open d'Australie. Au niveau, on va parler uniquement du sport pour l'instant. On reviendra sur ces accusations de fraude et de trucage des jeux. Mais pour le sport, il y a Federer qui vient de se qualifier. Serena Williams aussi. Vos pronostics pour cette année? Mes pronostics, je pense qu'on va tout droit vers une demi-finale Djokovic-Federer. Après, voilà... On va pas être surpris un petit peu parce qu'on revoit souvent Federer, Djokovic, Nadal beaucoup moins, mais on les revoit beaucoup à l'affiche. C'est toujours la même chose. Quand on voit des joueurs qui sortent, on dit ça y est, les tops sont fatigués. Et puis quand on voit les mêmes, on est fatigué de les voir toujours. Donc, mais tout ce qu'on sait, c'est que lorsque les meilleurs se jouent, on assiste à un grand spectacle. Et le niveau de jeu est très élevé, on le voit très bien. Le top 4, top 5, ce sont des joueurs qui ont mis le niveau du tennis à un très haut niveau. Voilà, donc Serena, quand elle est à 200%, à 100%, elle le prend son grand chelem. Mais n'oublions pas qu'elle a perdu sur Roberta Vinci à l'US Open. Donc voilà, on espère d'abord de voir un grand chelem, de voir un grand match. Et voilà, et puis des surprises, de temps en temps, il y en a. Alors justement, est-ce qu'en France, on a un nouvel espoir, une nouvelle surprise dans le tennis féminin aussi? On va parler un peu de cet aspect-là du sport. Dans le tennis féminin, vous avez 3 ou 4 joueuses comme Cornet, comme Kristina Mladenovic, comme Caroline Garcia. Voilà, ce sont des jeunes filles qui ont bien joué, qui jouent bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça tarde un petit peu à montrer le bout du nez, pas dans les tournois inférieurs, mais le bout du nez dans des grands rendez-vous. Et on sait qu'il y a toute une jeune génération qui arrive
Et il n'y a pas de temps à perdre, entre guillemets. Donc, surtout chez les filles, chez les garçons, mais chez les filles, il n'y a pas de temps à perdre. Et là, ça me paraît un peu compliqué. Mais voilà. Je voudrais qu'on revienne, Patrick, en un mot sur ces accusations qui ont un peu ébranlé le départ, le lancement de l'Open d'Australie, ces accusations de fraude, de trucage de matchs. Vous en pensez quoi? Écoutez, juste quand je vois la liste des joueurs, je suis étonné de la présence d'un joueur. Rien que la présence d'un joueur comme Hewitt, je peux pas l'imaginer. C'est un des plus grands combattants qu'on a eu sur le terrain. Et on voit je ne le vois pas donner un match. Donc, voilà. Et puis, deuxièmement, il y a l'aspect économique. Effectivement, je vous l'ai dit la dernière fois, on peut retrouver ça, je dis bien, on peut retrouver ça dans les tournois inférieurs avec des joueurs qui se situent autour de la 100e, 200e, 300e. On peut le retrouver parce que voilà. Mais on vous sent sceptique en tout cas de l'amour du sport qui ne veut pas forcément y croire. Le top niveau, je ne veux pas y croire. Merci beaucoup Patrick Simon d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous parce qu'on parlera dans quelques instants de mentalisme. À tout de suite.